C'est l'heure de la grande édition du journal Suspid Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le gouvernement béninois a acté une série de mesures ce mercredi lors du Conseil des ministres. Parmi elles, la mise en place du régime de l'assurance agricole indicielle, une avancée majeure pour le monde rural. Plus de précisions dans un instant. Le principal parti d'opposition, les démocrates, a officiellement mis en place ce mercredi un comité chargé de sélectionner les candidats en vue des élections générales de 2026. Au cœur de l'actualité internationale, l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs ce jeudi par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Protéger les agriculteurs face aux aléas du climat, c'est l'objectif du nouveau régime d'assurance agricole indicielle, désormais adopté par le gouvernement. La décision a été actée ce mercredi en Conseil des ministres. D'autres mesures importantes ont également été annoncées. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant code de la route en République du Bénin. L'état des lieux révèle un environnement juridique disparate, constitué d'initiatives réglementaires éparses, rendant difficile et incommode une lecture homogène, cohérente et systémique de l'encadrement de la circulation routière en général et de la sécurité routière en particulier. Par le présent projet, le gouvernement entend actualiser les tests et poser les bases d'un meilleur encadrement législatif, d'une part, en matière d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, de permis de conduire, de comportement du conducteur face aux stupéfiants et à l'alcoolisme, de même qu'aux nombreux facteurs de distraction en situation de circulation, instauration du régime de l'assurance agricole indicielle en République du Bénin. L'assurance agricole indicielle est une forme de protection financière pour les agriculteurs contre les risques liés au climat, aux catastrophes naturelles ou à d'autres facteurs de production. À la différence de l'assurance agricole traditionnelle, qui se base sur l'évaluation des pertes réelles sur le terrain après un sinistre, l'assurance indicielle déclenche le paiement d'une indemnisation en fonction de l'atteinte d'un indice prédéfini. Cet indice est corrélé au rendement des cultures ou à la production agricole. Au cours de la campagne écoulée, une expérience pilote a été conduite par le Fonds national de développement agricole au profit de 11 000 riziculteurs avec des résultats concluants. Mise en œuvre du nouveau cadre institutionnel de Semesiti. Ont été pris, au titre de ceux-ci, les décrets portant création de la Fondation Semesiti et approbation de ses statuts. Approbation des statuts de l'Agence de développement de Semesiti. Modification de la composition du conseil d'administration de Semesiti Institute of Technology and Innovation. Nomination des membres de la commission académique de Semesiti, des membres du conseil d'administration de la fondation Semesiti, ainsi que du secrétaire permanent de la commission académique de Semesiti. Mission de contrôle technique. Dans le cadre du projet de construction de 2 complexes hôteliers urbains et balnéaires à Akwakwa. En sa séance du 30 juillet 2025, le Conseil avait déjà approuvé la mission de maîtrise d'œuvre complète en vue de la réalisation d'un complexe hôtelier 4 étoiles, Rotana Hotel Resort, sur une superficie de 8 hectares 6, puis d'un autre 3 étoiles, Edged by Rotana, sur une superficie de 5 hectares 4. C'est donc en vue du suivi rigoureux des travaux proprement dits que la présente mission de contrôle technique est autorisée. En point 2, contractualisation pour des travaux complémentaires d'asphaltage dans la zone de Togben. Pour rappel, la consistance des travaux du lot 3B, zone 3B bis, zone de Fidjrose et Togben, actuellement en cours d'exécution, compte 134 rues pour un linéaire total de 37 km 8, soit 87 rues pour un linéaire de 25 km 167 dans la zone de Fidjrose-Fieyon, puis 47 rues dans la zone de Togben,
notamment les pénétrantes pour un linéaire de 13 km 72. Contractualisation pour la réalisation des travaux de réhabilitation des infrastructures des universités publiques du Bénin. Sur différents campus, dont l'université d'Abomey-Calavi, de l'École normale supérieure de Porto Novo, de la Faculté des sciences de la santé, de l'Université nationale d'agriculture, de l'Université de Parakou, de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, campus de l'Okosa, de l'École normale supérieure de Natitengu, des dégradations ont été enregistrées sur des infrastructures administratives, pédagogiques et connexes. Ce vaste plan de remise aux normes de nos universités améliorera à terme leur capacité d'accueil et permettra aux apprenants d'étudier dans un bon cadre de travail, toutes choses contribuant à améliorer leur performance. Et dans l'autre actualité, ce mercredi, les démocrates, principal parti de l'opposition, ont procédé à l'installation officielle de le comité de sélection des candidats. Ce comité aura pour tâche de passer en revue les dossiers de candidature et de proposer les profils les plus compétents pour les scrutins législatifs communaux ainsi que pour le choix du duo présidentiel. Lors de cette cérémonie, l'ancien chef de l'État et leader du parti, Boni Yayi, a livré un message. Écoutons-le. Vous voici sélectionnés parmi vos camarades au terme d'un long processus démocratique en conformité avec les textes du parti, en l'article 71 du règlement intérieur. Ainsi, le comité ad hoc mis en place a travaillé sans répit pour concevoir les directives relatives aux élections communales, législatives et présidentielles, qui ont préconisé la mise en place de la commission ad hoc pour examiner les candidatures aux communales, aux législatives et à la présidentielle de 2026. Enfin, sous la direction des vice-présidents, des responsables du parti, notamment les membres du bureau national, les députés, les membres du Conseil économique et social, vous ont élus dans les 12 départements de notre pays et se sont joints à vous, le représentant du président du parti, l'un des 3 secrétaires administratifs et l'un des 2 secrétaires aux élections. Au nombre de 15 dans chacune des commissions, vous avez le devoir, dans la sérénité, les yeux rivés sur l'intérêt supérieur de la nation, de proposer à l'attention du président du parti, de la coordination nationale, puis du Conseil national, et peut-être du Congrès, d'abord dans le cadre du communal, des candidats intègres, capables d'obtenir l'adhésion populaire pour offrir au parti dans une majorité écrasante des maires et des conseillers. Ensuite, dans la même optique, dans le cadre des élections législatives et présidentielles, vous devez vous employer à faire gagner le parti en proposant au suffrage des populations nos meilleurs candidats aux législatives et à la magistrature suprême de notre pays. Ainsi, vous avez particulièrement, en ce qui concerne l'élection présidentielle, la lourde responsabilité de trouver et de proposer, sous l'inspiration et la direction divine, les 2 meilleurs d'entre les prétendants à la tête de notre belle patrie commune, le Bénin. Comme des aigles, prenez avec assurance votre envol. Courez sans vous lasser et marchez sans vous arrêter. Vous avez le soutien et la confiance de notre parti et du peuple béninois. Vous êtes son espoir et son espérance pour nous proposer le duo gagnant. Encore une fois,
sous l'onction de l'Esprit Saint, de sagesse et de discernement. Je vous renvoie donc au nom du parti et de notre peuple en mission pour désigner avec sagacité le duo et les candidats devant nous conduire à la victoire aux élections générales de 2026, transparentes, inclusives et pacifiques. J'implore sur vous la guidance de l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, pour préserver en toutes circonstances votre cohésion, votre unité de pensée et d'action. Vous avez le soutien indéfectible du peuple béninois tout entier. Chers camarades, au nom de Dieu, du peuple béninois, du Parti Les Démocrates, je vous déclare donc installé ce jour, 24 septembre 2025, et vous renvoie à vos fonctions. Dans la suite de ce journal, la démocratie fondée sur la participation des citoyens, la séparation des pouvoirs et la garantie des libertés demeure un objectif encore inachevé pour de nombreux pays africains. Cependant, une tendance se dessine de plus en plus clairement. Les États d'Afrique anglophone semblent avancer plus sereinement sur la voie démocratique que leurs voisins francophones. Suivons d'ici le point de vue de quelques citoyens béninois. Il y a un problème d'abord de formation et la seconde raison selon moi, c'est face à la volonté de s'engager dans l'action publique, quel est l'objectif visé par l'élite francophone? Est-ce pour servir ou se servir? Et toute la question se situe à ce niveau. Ces deux espaces ont des histoires différentes. D'accord. Quand il dit histoires différentes, j'ai évoqué les colonies, les pays colonisateurs et les liens qu'ils entretiennent avec différents pays. Et c'est des dynamiques ou des liens qui, même sur le plan géostratégique, influencent un peu la conception qu'ils ont de la démocratie en fonction de leur histoire et en fonction de leur dynamique. C'est vrai, nous sommes les produits de la colonisation francophone, mais à y voir de près, il manque même de la sincérité et de la profondeur dans ce qui est véhiculé comme notion démocratique dans l'espace francophone. Au niveau des pays d'Afrique francophone, nous sommes soumis à beaucoup de contraintes ou de défis. C'est-à-dire que notre société est en pleine mutation et cette mutation touche également la dimension politique. Je sais que les pays ont différentes réalités, ont différentes histoires et que ces histoires ont une influence sur la conception de la démocratie. L'élite politique, surtout africaine, est influencée par les puissances coloniales. Et aujourd'hui, nous voyons la France s'ingérer même dans les politiques africaines, surtout francophones. Nous, peuple, nous voyons deux présidents en face de nous, c'est-à-dire le président français et le président du pays africain, mais en réalité, c'est l'esclave, c'est le maître, c'est-à-dire c'est l'esclave face à son maître. Il faut vraiment que l'intellectuel africain francophone réfléchisse, sortir des résolutions, et je dirais adéquates, pour retracer les lignes démocratiques à ne pas franchir.
En interactualité attendue depuis des années par la population et la communauté internationale, le scrutin marque le début d'une séquence électorale décisive en Guinée. Les citoyens étaient appelés aux urnes pour se prononcer sur la nouvelle constitution selon les résultats provisoires annoncés ce mardi par le ministre de l'administration Ibrahima Condé. Le oui l'a largement emporté tandis que le non a recueilli 10,62% des suffrages. Le reportage. La Guinée a adopté une nouvelle constitution au soir du scrutin référendaire qui s'est tenu dimanche. 89,38% des électeurs ont voté oui pour le projet de constitution, avec un taux de participation de 86,42% sur les 6,7 millions d'inscrits, selon le ministre de l'administration territoriale, Ibrahim Khalil Condé. Le nouveau texte devrait ouvrir la voie au chef de la junte Mamadi Doumbouya de se présenter aux prochaines élections prévues en décembre 2025, même si le chef de la junte n'a toujours pas encore annoncé officiellement sa volonté de briguer un mandat présidentiel. Les résultats publiés mardi en fin de journée restent encore à confirmer par la Cour constitutionnelle. Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir le 5 septembre 2021 après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. Le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba a déclaré aux journalistes mercredi que les résultats en faveur de la nouvelle constitution représentaient un mandat de confiance et ouvriraient la voie à un retour à un régime civil. Par ailleurs, Faya Milimono, chef du parti d'opposition Bloc libéral, a affirmé que des bulletins de vote avaient été prémarqués tandis que des milliers d'autres avaient été annulés et que des chefs locaux avaient voté à la place des citoyens sous la pression pour supprimer les votes contre la nouvelle constitution. En Ouganda, on sait désormais à qui Yoweri Museveni sera opposé lors de l'élection présidentielle de janvier 2026. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, la commission électorale a révélé que 8 des 38 aspirants ont été retenus. Parmi eux, l'actuel président au pouvoir depuis 1986, ainsi que son principal rival, l'ancien chanteur Bobi Wine. Suivant. La commission électorale ougandaise a autorisé le président sortant Yoweri Museveni à se représenter aux élections prévues en janvier 2026. Son rival Bobi Wine a également été autorisé mercredi après-midi. Chef du parti au pouvoir, le mouvement de résistance nationale, le président Museveni se présentera donc à l'élection présidentielle malgré son règne de près de 40 ans en tant que chef d'État de l'Ouganda. Son parti, le mouvement de résistance nationale, l'a officiellement confirmé en juin comme candidat à la présidence. Le président sortant a notamment cité parmi ses priorités pour ce mandat la création de richesses, l'éducation, les infrastructures, la lutte contre la criminalité et la corruption, ainsi que l'amélioration de la santé et de l'approvisionnement en eau. La candidature de M. Museveni a été la première à être approuvée par l'organe électoral qui est chargé d'évaluer si les candidats aux élections remplissent les conditions légales. L'organisme a donc également évalué ce mercredi la candidature de Bobi Wine, 43 ans, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, un chanteur qui a su tirer parti de sa célébrité pop pour galvaniser une large base de soutien parmi les jeunes électeurs. Bobi Wine, du parti National Unity Platform, a été largement battu par Museveni en 2021, mais le candidat a choisi de poursuivre son combat pour la démocratie en Ouganda. Le verdict est tombé pour Nicolas Sarkozy ce jeudi. Le tribunal correctionnel de Paris a reconnu l'ancien président de la République coupable d'association de malfaiteurs dans le cadre de l'enquête sur le financement présumé de sa campagne présidentielle de 2007 par le régime de Mouammar Kadhafi. Il a toutefois été relâché des accusations de corruption. Le reportage. Jeudi, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Le tribunal correctionnel de Paris estime qu'il a permis à ses proches collaborateurs d'obtenir des soutiens financiers du régime libyen entre 2005 et 2007. Cependant, Sarkozy a été relaxé des accusations de recel, de détournement de fonds publics et de corruption passive. La présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, a confirmé sa culpabilité pour l'association de malfaiteurs en précisant que cela concerne sa complicité dans la gestion des financements libyens par ses proches. Claude Guéant, ancien directeur de campagne, a été déclaré coupable d'association de malfaiteurs, de corruption passive, de trafic d'influence, de faux et de blanchiment aggravé. Il est impliqué dans cette même affaire.
Brice Hortefeux, ancien ministre, a été également reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Il était aussi poursuivi pour complicité de financement illégal de campagne. La suite du jugement doit préciser le sort de Nicolas Sarkozy. Le chef d'État américain Donald Trump a réclamé ce mercredi une enquête immédiate dénonçant un triple sabotage dont il a su avoir été victime à l'Assemblée générale des Nations unies ce mardi. Une panne d'escalier mécanique à son arrivée, puis une défaillance du téléprompteur et un problème de sonorisation pendant son allocution. C'est après moi. Le président Donald Trump exige qu'une enquête pour triple sabotage soit ouverte suite à plusieurs incidents techniques ayant eu lieu lors de sa visite au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Le chef d'État américain a déploré 3 événements malveillants, la panne d'un escalier mécanique à son arrivée, une défaillance de son téléprompteur et une mauvaise sonorisation pendant son allocution devant l'Assemblée générale de l'institution. Tout ce que j'ai obtenu des Nations Unies, c'est un escalator qui, en montant, s'est arrêté en plein milieu. Si la première dame n'avait pas été en pleine forme, elle serait tombée. Nous sommes tous les deux en bonne forme, nous sommes tous les deux restés debout. Et puis un téléprompteur qui ne fonctionnait pas. Ce sont les 2 choses que j'ai reçues des Nations Unies. Un mauvais escalator et un mauvais téléprompteur. Je ne peux que dire que celui qui fait fonctionner ce téléprompteur va avoir de gros ennuis. Ces derniers mois, les bureaux de l'ONU à New York et à Genève ont fermé par intermittence les ascenseurs et les escaliers roulants dans le cadre de mesures d'économie, une situation due en partie à des retards de financement de la part des États-Unis, principal bailleur de fonds de l'Organisation mondiale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.